La propagande soviétique n'avait pas reculé devant les mensonges les plus ridicules, dont voici un exemple. Dans une brochure publiée en 1944 sur Majdanek, l'écrivain russe Konstantin Simonov prétendait raconter un fait, je cite, tiré de l'histoire de ce camp de la mort, un fait confirmé dans tous ses détails par 2 témoins. Il s'agissait de la fin misérable à Majdanek de Léon Blum. On lisait, je cite, « Il est difficile de prévoir quel cauchemar dévoilera l'étude approfondie de ces documents et les dépositions des innombrables témoins. Peut-être retrouvera-t-on ici les traces des personnalités marquantes de l'Europe, mortes ou disparues pendant les années de la domination allemande. Je n'ai passé que quelques jours dans ce camp, et je ne me suis entretenu qu'avec une partie infime des témoins. Cependant, j'ai d'ores et déjà été frappé par le récit bouleversant de 2 ingénieurs de Lublin qui avaient travaillé en qualité de spécialistes civils à la construction du champ où ils posaient le système des égouts. L'un était russe et s'appelait Piotr Mikhailovitch Denisov, l'autre polonais, Claude Ilinski. Ils me racontèrent qu'à la fin d'avril ou au commencement de mai 1943, ils travaillaient au camp et s'étaient rendus au dépôt des matériaux de construction. Là, ils avaient vu un juif de Lublin qu'ils avaient connu avant la guerre. Le détenu transportait des planches au dépôt. Il leur dit, en leur indiquant un vieillard décrépit qui transportait également des planches, « Savez-vous qui est ce vieillard ? C'est Léon Blum. » Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de SS à proximité, les 2 ingénieurs se rapprochèrent et s'adressèrent au vieillard. « Vous êtes bien Léon Blum ?» dit Denisov. « Oui, je suis Léon Blum. Le président du Conseil de France ?»« Le président du Conseil de France. Comment se fait-il que vous soyez ici ?»« Je me suis trouvé dans le dernier groupe de prisonniers français. »« Pourquoi n'avez-vous pas essayé de chercher le salut là-bas, chez vous ? Se peut-il que vous l'ayez pu ?» demanda Denisov. « Je ne sais. Peut-être l'aurais-je pu, dit Léon Blum, mais j'étais résolu à partager le sort de mon peuple. » Et ses yeux se voilèrent de larmes. À ce moment, plusieurs SS apparurent. Blum, ainsi qu'un autre détenu, se hâta de charger sur son épaule une grosse planche qu'il emporta. À peine eut-il fait quelques pas qu'il trébucha et tomba. Le détenu qui marchait à côté de lui l'aida à se relever. Il se remit debout, replaça la planche sur son épaule et continua son chemin. Denisov et Ilinski ne revinrent à ce dépôt que la semaine suivante. Ils revirent l'homme qui leur avait indiqué Léon Blum et lui demandèrent où il était. « Là où je serai bientôt, répondit laconiquement celui-ci en montrant le ciel. Ce n'est là qu'un fait tiré de l'histoire de ce camp de la mort, un fait confirmé dans tous ses détails par les 2 témoins qui se trouvent actuellement à Lublin. » Fin de citation, voici ce que disait Konstantin Simonov. Or, jamais Léon Blum n'a été déporté à Majdanek. Les Allemands l'avaient placé en résidence surveillée non loin du camp de Buchenwald. Là, il avait d'ailleurs pu se marier. Et en août 1945, il revint de déportation bien vivant. Le fait confirmé dans tous ses détails était donc totalement faux. En mai 1943, la presse avait rapporté l'envoi de Léon Blum à Majdanek. Le 11 août 1944, elle annonça que l'ancien chef du Front populaire y avait été tué lors de sa détention, après avoir été contraint de construire sa propre potence. Cet assassinat était confirmé par 2 témoins. On lisait, Simonov, le correspondant de guerre dont il a déjà été question, a parlé à 2 ingénieurs de Lublin. Ils lui ont dit avoir vu, en mai dernier, Blum traîner des planches dans l'usine de mort. Un juif de Lublin le leur désigna. Un ingénieur raconta avoir arrêté le vieil homme pour lui demander « Êtes-vous Léon Blum ?»« Oui, répondit le vieil homme, je suis Léon Blum. » Le vieil homme dit qu'il avait été emmené ici avec un groupe de prisonniers français et qu'il n'avait pas tenté de se sauver car il était décidé à partager le destin de son peuple. Les 2 ingénieurs racontèrent à Simonov qu'une semaine après, ils étaient revenus au camp. Là, ils avaient interrogé le juif qui leur avait désigné Léon Blum pour savoir où était allé ce dernier. « Là, dit-il en pointant le ciel, là où nous serons tous bientôt. » La propagande soviétique affirmait donc que 2 personnes, au moins, pouvaient attester la mort de Léon Blum à Majdanek.
Mais tout était faux. Ce site peu suspect de révisionnisme le confirme. On lit « Blum fut livré par Pierre Laval aux Allemands et déporté en mars 1943 dans une petite maison forestière à Buchenwald, séparée de quelques centaines de mètres du camp. Ses conditions de détention étaient plus acceptables que celles du camp et il put s'y remarier avec Jeanne. Durant sa détention, il entretint une importante correspondance et commença à écrire un ouvrage de réflexion qu'il termina en décembre 1944. Le 3 avril 1945, Léon Blum et sa femme sont emmenés dans un convoi de prisonniers et au bout d'un mois de pérégrination, ils se retrouvèrent dans un hôtel du Tyrol italien où, le 4 mai, ils aperçurent les premiers soldats américains. Refusant un poste de ministre proposé par De Gaulle, il reprit ses articles quotidiens dans le journal Le Populaire. C'est clair, non seulement Léon Blum n'avait pas été envoyé à Majdanek, mais de plus, il avait survécu à sa détention. Le voici en 1946, en Suisse, avec sa femme qu'il avait épousée en déportation. Si, fin août 1944, les autorités de Vichy avaient été encore en place, elles auraient demandé aux Allemands des éclaircissements sur le destin de Léon Blum. Les Allemands n'auraient alors eu aucun mal à démentir les racontards soviétiques. Que fit la propagande soviétique? Oh, rien que de très simple. Elle publia alors une deuxième édition de la brochure de Konstantin Simonov. Mais maintenant, regardez la première édition. Vous remarquerez que le passage sur Léon Blum était entre les deux phrases suivantes. Le monument funéraire de toute une Europe rétrécie au milieu d'une chambre unique et quand vous suivez la chaussée de Chelm à droite. Eh bien, dans la seconde édition, vous constatez que ces deux phrases ne sont désormais plus séparées que par un grand 2. Tout le passage relatif à Léon Blum a été supprimé sans que le lecteur ne soit averti naturellement. Dans le cas présent, la propagande soviétique avait été obligée de rectifier parce que le mensonge était trop énorme. Mais combien de fois n'a-t-elle pas dû rectifier ? Combien de fois ces mensonges sont-ils passés inaperçus pour des raisons X ou Y? On ne sera donc pas surpris qu'à partir de 1941, la propagande soviétique se soit déchaînée contre l'Allemagne, véhiculant contre elle tous les mensonges possibles. La libre discussion est d'absolue nécessité dans l'ordre des croyances qui se démontrent et qui se discutent. Cette discussion, les révisionnistes devraient la redouter et leurs adversaires l'exiger. Depuis 40 ans toutefois, c'est le contraire. En 1987, Robert Faurisson proposa un débat public à ceux qui affirmaient l'existence des chambres à gaz homicides allemandes. Non seulement les gardiens de la mémoire refusèrent, mais de plus, 3 ans après cette invitation, une loi fut votée qui permet de ruiner et d'emprisonner les révisionnistes. Depuis, les textes de cette nature se sont multipliés à travers l'Europe. Dans le même temps, les historiens accrédités affirment que nous ne représentons rien. Je vais prendre un exemple simple, mais et outrancier en même temps, c'est le discours négationniste. Le discours négationniste qui est rarissime. Je leur répondrai en citant le collaborationniste Philippe Henriot. Le 19 septembre 1943, il lança « En tout cas, ceux qui nous menacent et nous attaquent nous rendent un bel hommage. Si nous n'étions rien, comme ils nous négligeraient, avec quelle pitié ils nous considéreraient. Au lieu de cela, par une singulière contradiction, en même temps qu'ils nous proclament une minorité négligeable, ils déchaînent contre nous une fureur meurtrière. Quel illogisme et quelle preuve du peu de confiance qu'ils ont en eux-mêmes. S'ils sont sûrs d'avoir raison, que peut peser le nombre dérisoire, prétendent-ils, de ceux qui les combattent? Et s'ils trouvent bon d'ameuter contre cette minorité leurs exécuteurs et leurs assassins, cela ne prouve-t-il pas à la fois leur inquiétude et leur angoisse? Ces réflexions s'appliquent parfaitement aux antirévisionnistes. Dernière précision. Le 28 juin 1944, Philippe Henriot fut assassiné par la résistance. 80 ans plus tard, pour faire taire, on ne tue plus physiquement, on tue socialement et on emprisonne. Mais tout comme mon extradition en février dernier,
mon incarcération contribuera à la diffusion des thèses que je défends depuis 33 ans. Voilà pourquoi je n'éprouve ni regret au regard de ma vie, ni haine à l'encontre de mes adversaires. Quand on prend de la hauteur et qu'on accepte le sacrifice, alors l'existence devient légère. À 55 ans, je suis très heureux avec une vie bien remplie et passionnante. Pourquoi ? Parce que les épreuves subies m'ont appris une chose essentielle. Quand la Providence vous ferme une porte, elle vous en ouvre deux. Autrement dit, quand vos adversaires parviennent à vous priver d'une chose, la Providence vous en offre deux autres bien meilleures. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de perdre, surtout ce qui est matériel, car je sais que dans le cadre de mon combat, la Providence m'apportera mieux. J'appelle donc un maximum de jeunes à me suivre dans cette voie. Ne craignez pas de vous engager et combattez sans peur ni haine, avec pour unique objectif de défendre le bien, le beau et le noble. Le courage n'est que dans les premiers pas. Les récompenses viennent ensuite naturellement. Lorsque suffisamment de jeunes agiront ainsi, alors un chef providentiel pourra se lever. Pas à l'étranger, pas sorti des urnes, mais de par sa propre volonté et parmi vous, parce qu'il incarnera votre courage et votre détermination.